Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents virtuellement aujourd'hui pour cette table ronde dont le sujet est plus que d'actualité, je crois, et le nombre d'inscrits montre bien, symbolise bien ce niveau d'enjeu qui monte. Avant de faire une petite introduction sur l'objet de ce webinaire qui aura la forme d'une table ronde, j'aimerais quand même introduire nos panélistes, que je remercie une deuxième fois d'avoir bien voulu accepter d'être présents. Donc, évidemment, nous avons Luc Monteil, président du CIBI, Le Vivant et la Ville, donc le Conseil international biodiversité et immobilier, le vivant et la ville, ça fait assez long. Euh, qui est promoteur des labels Biodiversity. Bonjour Luc. Bonjour à tous. Merci pour cet accueil. Avec plaisir. Nous avons Arnaud Colombana, donc ingénieur d'affaires à l'IRIS, l'Institut pour la recherche et l'innovation pour le climat et l'écologie. Je ne me suis pas trompé. Non, c'est ça globalement. Bonjour Arnaud. Merci, bonjour. Et nous avons Victor Lavis, directeur de projet chez Gondwana, donc le pôle biodiversité d'ARP Astrance. Nous parlerons à deux voix aujourd'hui avec Victor. Moi, je me serai en charge de l'animation de cette table ronde. Et Victor, en tant qu'assesseur accrédité Biodiversity et AMO accrédité EFI Nature, portera le regard de l'expert impartial sur ces deux référentiels. Enfin, il y en a plus que deux finalement, mais on va y venir. Bonjour Victor. Bonjour, merci à tous. Donc, un petit mot d'introduction peut-être. Ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que nous avons une conférence annuelle traditionnelle sur les certifications de la biodiversité. Normalement, c'est plutôt un regard technique que nous portons sur les différents référentiels, leurs évolutions, les nouveaux référentiels, pour informer, acculturer nos parties prenantes, nos clients, nos maîtres d'ouvrage sur ces certifications. Cette année, on a voulu faire un procédé un peu différent puisque les enjeux sont aussi un petit peu différents. J'espère que vous partagerez cette vision, mais nous avons des enjeux majeurs qui émergent aujourd'hui et notamment à trois niveaux. Nous avons un enjeu scientifique qui est crucial avec l'érosion de la biodiversité qui a atteint des niveaux dont on ne maîtrise pas du tout les implications ni sur la capacité du vivant à continuer à exister, ni sur les services écosystémiques dont nous retirons du bon fonctionnement donc de cette biodiversité, et y compris dans les milieux urbains. Donc c'est pour ça que nous sommes en tant qu'écologues urbains interpellés par ce risque. Évidemment, il y a aussi assez récemment d'ailleurs, alors qu'on le sait quand même depuis un moment, le lien entre crise climatique et crise écologique qui commence à être établi. Le GIEC et l'IPBES ont un groupe de travail dorénavant qui va explorer cette interrelation, plus que lien, hein, c'est vraiment une interrelation qui est très très forte. Évidemment, il y a l'agenda scientifique aussi avec le Congrès mondial de la nature à Marseille en septembre. Il y aura les Assises nationales de la biodiversité à Massy, qui est un peu moins scientifique. Il y aura la COP15 en Chine. Voilà, l'agenda scientifique, on va dire, est à la hauteur des enjeux scientifiques. Puis le deuxième pilier, c'est l'enjeu social, qui, j'allais dire, est monté d'un cran, mais je pense ne pas trop me tromper en disant qu'il est monté de plusieurs crans ces 2 dernières années d'un coup, on a vu des évolutions majeures avec la remise en question d'un certain nombre de grands projets impactants, donc avec un pouvoir public qui prend en main son destin sur ces sujets de biodiversité et de biodiversité urbaine. On a vu la place qu'a pris l'arbre en ville, avec une cristallisation d'un certain nombre de sujets sociaux assez forts. On a vu aussi et surtout le besoin criant de nature en ville qui a émergé pendant la crise sanitaire,
donc qui a fait émerger finalement un problème qui existait et qui l'a cristallisé de façon très très forte. Donc cet enjeu social, il s'est aussi traduit par le troisième pilier qui me semble essentiel, c'est l'enjeu politique, notamment évidemment la vague verte qu'on a vécue au municipal 2020, qui s'est pas forcément confirmé au régional d'ailleurs, et ce qui montre que la biodiversité, c'est bien un sujet local avant tout. Euh, cette vague verte, excusez-moi l'expression, elle a accouché d'un certain nombre de tendances politiques très très fortes. Je pense par exemple aux 10 commandements du pacte de la construction de la ville de Paris, qui a été d'ailleurs précédé ou suivi d'autres démarches, d'autres villes. Tours aussi a travaillé ce sujet, la ville de Bagneux a travaillé ces sujets. Donc à toutes les échelles, toutes les tailles de collectivités territoriales s'emparent de ce sujet, qu'il soit d'obédience verte ou pas d'ailleurs, de notre point de vue. Il y a évidemment les plans de renaturation qui commencent à être foisonnants. Je pense notamment à la métropole de Rouen qui a sorti la sienne, mais il y en avait d'autres avec notamment les travaux de, de Strasbourg. Voilà. On a des dynamiques territoriales très très fortes et les villes s'emparent de ce sujet de la biodiversité dans l'acte de construire, d'aménager de plus en plus. Et puis, évidemment, il y a le niveau régalien qu'il ne faut pas oublier avec le ZAN, le zéro artificialisation net, qui arrive à grand galop. On attend l'article 48 de la loi résilience climat pour nous dire comment comprendre, comment définir et comment travailler ce sujet du zéro artificialisation net. Ça va arriver, c'est une actualité très, très chaude. Et pour autant, donc, même si moi, de mon regard d'écologue, le ZAN est essentiel pour limiter l'impact de l'urbanisme sur la biodiversité, il faudra quand même, nous, en tant que professionnels de la ville, anticiper des effets secondaires du ZAN. Quand on fait du renouvellement urbain sur des friches, ce sont des hotspots de biodiversité dans la ville que l'on va impacter. Quand on fait de la densification, est-ce qu'il faut qu'on soit acteur de la non-diminution du peu de nature en ville qui est présent sur ces sites-là, etc., etc. Voilà, il y a beaucoup d'enjeux, c'est loin d'être facile. Et donc, on voit bien tout ça pour dire, je vais couper court, on peut parler très longtemps sur les enjeux, mais globalement, ils sont majeurs, pour ne pas dire dramatiques. Et les certifications de l'immobilier, et c'est pour ça que nous sommes là, doivent cadrer cette ambition, ils doivent démontrer l'excellence des maîtres d'ouvrage vis-à-vis des parties prenantes. Si les enjeux des premières certifications ont été de faire émerger un sujet qui n'existait pas, qui est la biodiversité dans la ville, dans l'acte de construire, aujourd'hui, je pense que leurs objectifs sont et doivent continuer à être la réponse à ces enjeux majeurs sociétaux, scientifiques et politiques. Et donc voilà, aujourd'hui, on a décidé de faire un peu différemment, de profiter d'avoir Luc Monteil et Arnaud Colombanin à côté de Victor pour prendre un peu de hauteur à la technique, ne pas parler de 3 points, 5 points, etc., mais de prendre un peu de hauteur, de parler de stratégie, de vision avec les promoteurs de ces deux référentiels qu'on utilise et qu'on aime bien. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents. Un mot sur le fonctionnement. Donc, la présentation est enregistrée. Nous la mettrons, si Arnaud et Luc sont d'accord, sur YouTube. Donc, ce sera public et donc disponible. Nous vous le confirmerons donc une fois qu'on en aura parlé avec eux. Et puis, vous avez un module chat où vous pouvez discuter assez librement, mais je vous invite à utiliser le module questions et réponses pour poser vos questions. Et donc, en fonction du temps dont nous disposons à la fin de la présentation, je poserai les questions à nos panélistes pour essayer d'apporter des réponses à vos questionnements. Voilà, donc merci encore d'être là. On va pouvoir avancer. Donc, nos panélistes, vous les avez vus. Donc, Artpass France, très, très rapidement, nous sommes une entreprise de conseil en immobilier. Nous travaillons à toutes les échelles et autour de 4 axes stratégiques que sont la transition environnementale et notamment par l'adaptation au changement climatique, la santé, le confort, la santé et le bien-être, la transformation digitale et, avant même d'en avoir fait un pôle d'activité,
la biodiversité et la biophilie. Donc, effectivement, depuis cette définition stratégique pour savoir comment on allait accompagner les transformations de l'immobilier, nous avons créé un pôle qui s'appelle Gondwana, qui travaille le sujet de la biodiversité. Nous avons également un pôle d'activité environnement qu'on appelle Astrance, Immobilier Responsable, qui accompagne les acteurs de la ville dans la transition environnementale et l'adaptation au changement climatique. Nous avons un pôle de conseil et d'innovation, notamment pour la programmation des ouvrages et la définition des stratégies immobilières d'un certain nombre d'acteurs de la ville. Et puis nous avons des métiers, un métier design et aménagement alors un métier assez technique de space planning, tout simplement dans le tertiaire, mais aussi un métier avec des soft skills assez forts aujourd'hui pour accompagner les stratégies immobilières. On sait tous l'état malheureux dans lequel sont les bureaux et les réflexions autour du bureau aujourd'hui. Donc voilà, il faut accompagner ces transformations majeures et c'est ce que fait notre pôle design et aménagement. Donc très rapidement, Gondwana, c'est 15 écologues ou agronomes qui sont au service de nos 363 projets en cours. Ça fait beaucoup, mais évidemment, la temporalité d'un projet dans la ville est quand même celui plutôt du temps long ou du moyennement long, on va dire. Gondwana travaille à toutes les échelles de la ville et toutes ses temporalités. On est vraiment hyper spécialisé dans l'urbain, mais on traite des sujets qui impactent la ville en dehors de la ville. Par exemple, on va pouvoir travailler les trams vertes et bleues à une plus grande échelle. On va pouvoir travailler les infrastructures aussi, qu'elles soient autoroutières ou ferroviaires, tant qu'elles ont un lien fort pour apporter de la biodiversité dans la ville. Donc, nous travaillons sur les signes de valeur du marché. Alors, biodiversité et Finature, qui est l'objet de notre échange aujourd'hui, mais les autres également, éco-jardin, éco-quartier, etc. Nous avons, c'est l'instant, nous avons des assesseurs biodiversity et ou Finature. Alors, on a quand même plus d'assesseurs biodiversity qu'Effinature, mais on le rattrapera, Arnaud, promis. Donc 6 personnes qui sont accréditées chez nous. Et puis, nous avons été missionnés suite à un appel d'offres du CIBI pour réaliser le label Biodiversity Life, donc la déclinaison en exploitation des labels Biodiversity. Et puis, donc nous avons labellisé ou sommes en train de labelliser 82 projets biodiversité et Finature confondus. Voilà. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que évidemment les certifications sont importantes, elles cadrent notre travail. Ce n'est pas, et comme j'ai déjà entendu Luc le dire, il y a une vie autour des certifications. Voilà, tous nos projets ne sont pas certifiés et c'est très bien comme ça, ce n'est pas un problème. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que les référentiels finalement sont un cadre, mais c'est un cadre qu'il faut remplir. Et donc, nous mettons nos expertises au service des référentiels, de la performance voulue par nos clients. Donc, ça peut passer par l'étude des trams vertes et bleues, ça peut passer par les études naturalistes, ça peut passer par l'intégration de la biodiversité au paysage, ça peut passer par l'étude de l'impact des matériaux de construction sur la biodiversité et ça peut passer surtout par le volet humain qui est essentiel évidemment quand on travaille le sujet de la biodiversité urbaine et de la valeur d'usage biophilique dans le milieu urbain. Voilà, donc allier la force du conseil à l'expertise, c'est un peu notre motto aujourd'hui pour réussir une labellisation ou une certification. Luc, est-ce que je peux te laisser prendre la main et présenter le CIBI? Merci. Alors, je commence tout d'abord par te remercier Arpastrance pour nous permettre finalement d'intervenir sur cet échange et notamment de ne pas le faire seul à travers de l'association CIBI, mais de le partager avec Iris pour également en fait mettre ensemble et en commun finalement tous les outils et les bonnes solutions autour du sujet de la biodiversité urbaine. Alors pour présenter le CIBI, je vais peut-être le faire plutôt au travers de l'actualité parce que vous êtes un certain de participants à déjà nous connaître de longue date. Vous savez qu'on a été créé en 2013. Aujourd'hui, nous comptons 85 membres. Ce qui est intéressant, c'est que, je dirais, nous avons parmi nos membres une très, très grande diversité
qui nous permet finalement de nous positionner un peu de manière transversale sur la chaîne finalement de la conception, de l'aménagement, de la gestion des espaces urbains. Et cette grande diversité, c'est vraiment la force de l'association. Nous avons, démarré notre activité sur la promotion du premier label Biodiversity Construction. On a aujourd'hui 245 opérations qui sont enregistrées et engagées sur ce référentiel-là, dont un certain nombre portés par Gondana. Sur ces opérations, une centaine sont déjà labellisées en phase conception, une trentaine en phase réalisation. On essaie de pousser cette action-là, je dirais cette étape-là, qui est celle qui permet vraiment de valoriser l'ensemble de la chaîne et finalement de l'approche de la démarche biodiversity construction. Donc ce qui est intéressant, c'est que derrière les projets et les opérations enregistrées, on le sent un petit peu derrière les dossiers qui sont en cours chez Arpas France, on a, je dirais, plus d'une centaine, voire peut-être plusieurs centaines d'opérations qui sont en préparation et qui vont finalement venir, alimenter notre activité. Et on est sur finalement une vague, je dirais, une montée en puissance très intéressante sur laquelle autant le CIBI de son côté que Iris avec l'offre Effinature vont pouvoir finalement surfer et pour permettre derrière d'améliorer également l'offre. Ce qui est intéressant, c'est que nous travaillons aujourd'hui, comme l'a évoqué Tolga, sur une offre pour les sites existants, les bâtiments existants, donc référentiel qui s'appellera Biodiversity Life et qui a vocation à mettre en avant la valeur d'usage. On préfère parler de valeur d'usage plutôt que d'exploitation parce qu'on est sur le sujet, bien sûr, du potentiel écologique autour du bâti, mais surtout de la relation entre l'occupant et la nature pour les services que rend la nature finalement à l'occupant. Donc ça, c'est le premier sujet, une quinzaine d'opérations qui sont engagées en phase pilote et un référentiel qui est déjà donc en phase pilote et qui devrait être opérationnel en fin d'année avec, je dirais, tous les éléments un peu marketing qui arriveront en début d'année 2022. Et puis le dernier bébé, c'est le référentiel pour l'aménagement de quartier qui permet, je dirais, à l'association de se positionner sur cette échelle de territoire, on y reviendra tout à l'heure, qui est le quartier, et ce qui nous permet finalement dans nos éléments de langage d'aborder la question de l'espace urbain et pas se limiter à l'îlot bâti. Donc le référentiel pour les quartiers qui s'appelle Biodiversity Ready est également très attendu en fait par les acteurs de l'aménagement. Et pour lesquels nous avons aujourd'hui 16 projets qui sont engagés à ce stade. Je voudrais peut-être compléter, je dirais, l'ensemble des éléments de contexte qu'a rapidement balayé Tolga tout à l'heure, en rajoutant le fait que nous avons, je dirais, aujourd'hui un nouveau élément très fort qui va en fait, je dirais, beaucoup impacter nos activités, nos modes de pensée, c'est l'arrivée de la taxonomie européenne sur la finance verte. Taxonomie non pas au sens taxe, mais taxon, je dirais, qui va permettre finalement d'adresser et d'orienter les flux d'investissement vers les projets et les activités économiques, je dirais, qui prennent en compte, je dirais, tous les bons leviers en matière d'approche climat et d'approche biodiversité, puisque les critères biodiversité seront publiés à la fin de l'année, font partie en fait de ces critères-là. C'est nous avions la semaine dernière notre événement annuel sur cette thématique-là. En écoutant les orateurs, on se rend compte qu'on est face finalement à un vrai bouleversement en fait dans nos modes de pensée. Donc quelque chose qui est plutôt très pour nous tous. Un petit peu pour la présentation de contexte du CIBI. Merci beaucoup, Luc. J'ai plein de questions à te poser, mais je vais attendre de démarrer la table ronde. Arnaud, est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour présenter Iris, s'il te plaît? Bien sûr, avec grand plaisir. Également, du coup, merci pour cette invitation et merci aussi à Luc pour l'introduction que je partage en beaucoup de points. Je pense qu'on a de belles synergies et tu as introduit en parlant des enjeux politiques, sociétaux et scientifiques et c'est au cœur un petit peu en tout cas de notre vision, en tout cas qu'on pourrait partager à Iris. Donc IRIS, c'est un institut de recherche privé qui regroupe trois grands pôles. On a un pôle R&D
C'est des pôles qui sont interconnectés bien qu'indépendants. Le pôle recherche R&D concerne toutes les thématiques de biodiversité et carbone. Elles ont pour vocation de développer ces thématiques, qu'on soit sur de la biodiversité urbaine, de la biodiversité au sens plus large du terme. On regroupe dans ce pôle-là des doctorants, des ingénieurs d'études, agronomes, naturalistes, écologues, et on va travailler sur de la récolte de données, de la publication sur les thématiques de biodiversité, microclimat, capacité de stockage carbone des végétaux, résilience des végétaux aussi au changement climatique, et des thématiques plus larges, plus précises en tout cas, comme la trame brune. C'est des thématiques qu'on va retrouver dans les autres pôles, et notamment dans nos référentiels. On travaille aussi sur des sujets innovants. On a parlé de taxonomie. J'ai un sujet qui me tient fortement à cœur, c'est en lien avec les fintech, et ça nous permet d'utiliser les nouvelles technologies et les nouveaux usages de la décentralisation et des technologies blockchain pour donner une valeur à la biodiversité d'un point de vue financier, d'étendre sa gouvernance de manière publique et surtout de décentraliser les vérifications et les validations qui peuvent être faites. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je travaille en partenariat avec le pôle R&D parce que c'est une de mes compétences. Le pôle académie, qui a pour vocation de transmettre les connaissances à travers les publications forcément issues de nos programmes R&D. Donc, toutes nos publications sont open source. On est sur cette philosophie du libre accès, de la mise à disposition, mais aussi à travers des formations qu'on pourrait dispenser aux maîtres d'ouvrage, collectivités, les commerciaux, les responsables de programmes, afin de sensibiliser sur les enjeux biodiversité de manière assez large, mais aussi des formations plus spécialisées destinées à des publics comme les écologues, les paysagistes, sur des sujets très précis, les nichoirs, ce qui peut se faire de nouveau, des choses comme ça. On va aussi avoir une partie gérée par des personnes un peu plus jeunes qui sont dans la communication et qui ont pour vocation d'utiliser nos travaux et les travaux qu'on pourrait trouver publiés par la communauté afin d'en faire de la vulgarisation, des infographies et de la documentation accessible au plus grand nombre en lecture rapide. Et enfin, pour finir, il y a le pôle donc certification, standardisation, qui est le grand sujet d'aujourd'hui, dans lequel se développe EFI-Carbone, qui est un logiciel de notation de la résilience carbone pour les chantiers du BTP, cofinancé par l'ADEME, et bien sûr EFI-Nature, donc le référentiel de la biodiversité urbaine, qui va se décliner en plusieurs référentiels, mais je pense qu'on y reviendra, donc je ne parle pas de ça maintenant. D'ailleurs, c'est avec ce référentiel qu'a débuté la genèse d'Iris, la genèse de l'aventure qu'on mène aujourd'hui. En 2009, première publication du référentiel EFI-Nature, qui avait pour vocation de permettre aux universitaires de développer et de créer de la donnée en biodiversité urbaine, parce que c'était une thématique, maintenant, il y a plus de 10 ans, qui était peu étudiée. Et donc, c'est né d'un constat initial. On n'avait pas finalement sur le marché d'outils, de modèles de standardisation de la performance écologique, de la performance biodiversité dans l'immobilier. Et donc, on a décidé de créer ce référentiel et de partager la donnée. Tout d'abord, on a créé des partenariats entre maîtres d'ouvrage universitaires et ensuite, on a décidé de s'orienter vers une philosophie beaucoup plus open source afin de rendre non seulement le référentiel disponible et accessible à tous, mais aussi toutes les publications, les guides de bonnes pratiques qui pourraient en découler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Finalement, EFI-Nature, ça va être, pour moi en tout cas, et c'est comme ça que j'aime le porter, c'est le mariage méthodologique entre la science, sa rigidité parfois, qu'on a du mal à appliquer sur le terrain quand on est opérationnel, et justement donc le mariage méthodologique de la science et de la construction dans le bâtiment pour la biodiversité. C'est un référentiel qui est construit par les utilisateurs et avec les utilisateurs à travers un comité technique, scientifique, des retours d'expérience, des certifiés ou des partenaires, des écologues qui souhaitent y intervenir. Et donc, c'est un outil maintenant
et c'est ma grande joie, qui est reconnu comme fonctionnel et vivant parce qu'il va être nourri par un programme R&D scientifique et par les retours de la communauté. Merci. Voilà dans les grandes lignes. Merci Arnaud. Merci pour la présentation d'Iris et tu as commencé à introduire justement le référentiel, la certification et Finature. À ce propos, Victor va faire un petit exercice. Je pense qu'il y a des connaisseurs de ces référentiels dans la salle. Mais je pense qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui ne les connaissent pas. Donc, Victor va faire l'exercice un peu avec son regard d'expert de nous délivrer une compréhension rapide de ces deux démarches en quelques minutes. Voilà, le défi est lancé. Je te laisse la parole, Victor. Pour l'aider. Merci, Tolga, merci Arnaud. En effet, donc on a deux certifications, enfin, une certification qui existe et un label, et je pense qu'on reviendra sur la différence tout à l'heure. Donc, vous l'aurez compris, Iris porte la certification EFI-Nature, donc qui est une certification dédiée au sujet de la biodiversité, qui est assez spécifique et assez intéressante dans son approche. C'est une certification qui est assez cadrée au final par rapport au label Biodiversity, où on a un rôle en tant qu'AMO écologue, donc formé par l'IRIS pendant 2 jours justement à cette certification et au référentiel, à accompagner les projets le plus en amont possible pour justement intégrer le sujet de la biodiversité. Le référentiel EFI-Nature, il existe 3 référentiels EFI-Nature, pardon. Un référentiel pour les bâtiments neufs, un référentiel pour les bâtiments en rénovation et un référentiel pour l'aménagement. On a même 4 maintenant. Pardon? Excuse-moi, je te coupe. En fait, je suis désolé, je ne t'ai pas envoyé la diapo mise à jour, mais en fait, on a bien 4 référentiels parce que l'exploitation bénéficie de son référentiel autonome maintenant. Ouais. D'accord. Qu'on traite au niveau avec les différences de niveau, notamment le HV, qu'on peut voir par la suite justement. Vis-à-vis justement de ces niveaux qui sont liés à la certification, on a 2 niveaux, un niveau EFI-Nature, niveau base, standard, et un niveau EFI-Nature qu'on appelle haute valeur écologique. Le niveau standard donc, travaille sur la conception et la réalisation, et le niveau qui est lié à la haute valeur écologique va aussi travailler les sujets d'exploitation. Bien sûr, on a d'autres indicateurs qui vont être travaillés spécifiquement sur le haute valeur écologique, qui vont aller un petit peu plus loin sur le sujet de la biodiversité, sur l'intégration du vivant sur le bâti, sur l'intégration de différents indicateurs et comment on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur ces différents indicateurs. Et EFI-Nature, c'est aussi la particularité, en tout cas de mon retour, c'est qu'on a beaucoup d'indicateurs qui permettent vraiment de suivre le projet. Ces indicateurs, ils sont répartis en fonction de 5 grandes thématiques que sont la préservation du sol, le développement du patrimoine végétal, le soutien de la faune locale, la réduction de l'impact du projet et la valorisation sur des compétences. Donc, on a des indicateurs et un indicateur qui est assez, je dirais, prépondérant d'ailleurs dans la certification EFI-Nature, c'est le coefficient biotope par surface avec un prérequis en fonction de la typologie de projet et du niveau qu'on souhaite viser. On va avoir un coefficient biotope par surface qui est défini directement par la certification. Donc, on peut, sur certains projets, et j'ai déjà eu le cas, ne pas réussir à atteindre ce coefficient biotope par surface. Le projet ne pourra pas être labellisé EFI-Nature. On a également d'autres indicateurs qui sont présents. Je pense à l'indice de valorisation écologique, où là, on va étudier justement les typologies d'habitats qui sont présents, la diversité floristique qui est présente. On a l'indication de valorisation du site, entre guillemets, où on a une approche qui est assez intéressante dans une stratégie de préservation de l'existant, de vouloir valoriser la préservation des arbres existants, des arbustes existants, soit de les conserver directement sur le site, soit uniquement de les valoriser au travers de paillage ou de choses comme ça. Et ensuite, on a également des indicateurs assez spécifiques et je dirais qu'ils sont assez forts et une stratégie assez forte qui est portée par l'IRIS. Je pense notamment au pourcentage d'espèces locales qui doit être de 90%, qui aujourd'hui fait encore grand débat dans l'écologie urbaine d'ailleurs, justement vis-à-vis de cette résilience au changement climatique où les espèces locales ne sont pas forcément adaptées au climat de demain.
on a un processus de certification qui est assez complet, donc avec bien sûr un accompagnement de l'écologue le plus en amont possible du projet, une contractualisation avec l'IRIS au dépôt de permis de construire. Et l'IRIS va avoir, on va dire, 3 niveaux de vérification. Justement, une analyse documentaire sur la phase DCE, donc en phase marché. Cette analyse va permettre aussi, à la suite, d'amender justement l'ensemble du dossier DCE pour pouvoir ensuite refaire une nouvelle vérification avant la signature des marchés et lever les éventuels écarts. Donc, à partir de là, on aura une labellisation FI Nature. Donc, l'IRIS, bien sûr, communique au travers de son réseau sur votre projet et sur le sujet. Et ensuite, on aura un audit sur site avec une évaluation vraiment à la livraison du projet, où on a une personne de l'IRIS donc, qui intervient sur le site pour vraiment valider l'ensemble des objectifs qui ont été actés durant tout le processus de labellisation. En niveau HVE, on va également avoir justement une évaluation tous les 3 ans où on va porter ce sujet de l'exploitation ou entre guillemets, de la valeur d'usage. Donc, on va parler de gestion écologique, on va parler de suivi du projet, de suivi des déchets. Et donc, c'est aussi une approche qui est assez intéressante. Voilà un petit peu pour la certification FI Nature. On a en cours justement en cours de certification un projet assez intéressant qui est porté par Vallée Sud Aménagement et la ville de Clamart sur le renouvellement d'un complexe sportif, le complexe Inbel. Et justement, la ville souhaitait porter une démarche FI Nature qui est assez intéressante puisqu'on a un contexte qui est très riche, notamment au travers de la forêt de Meudon qui est située, comme vous le voyez, en lisière, donc avec des enjeux écologiques assez forts, notamment sur la lisière. Et la certification FI Nature, au travers de l'ensemble de ces exigences qui sont assez fortes sur l'ensemble de ces critères et même sur la phase chantier, vient vraiment ajouter une valeur ajoutée très intéressante pour la préservation des arbres existants en lisière, la protection justement de l'ensemble de la faune qui est présente sur site et vient aussi challenger le projet, notamment au travers du coefficient de biotope par surface, où on a encore des discussions pour savoir si le terrain doit être synthétique ou le terrain doit être en pleine terre. Et justement, grâce au référentiel, on est plutôt en train de tendre pour réussir à faire un terrain naturel. Il y a toute une stratégie également qui est portée sur ce projet, sur la végétalisation des bâtiments, comme on peut voir justement à côté du terrain. Et là aussi, le référentiel vient challenger un petit peu tout ce qui est palette végétale. Et on sait la complexité que peut de travailler, on va dire, des murs végétaux avec des plantes indigènes. Donc là, c'est aussi un beau challenge qui est porté et on sait qu'on pourra s'appuyer sur les experts de l'IRIS pour nous accompagner sur le sujet. Par rapport au label Biodiversity, donc, qui est porté par le CIBI, nous sommes bien sur un label. Donc, le CIBI souhaite promouvoir le sujet de la biodiversité dans le secteur de l'immobilier. Comme Luc l'a mentionné, le CIBI est entouré de nombreux acteurs de l'immobilier qui, justement, viennent apporter leur expertise et leur science sur l'amélioration de ce label et de voir justement comment on peut intégrer la biodiversité. Un axe stratégique du label Biodiversity, bien sûr, reste la relation homme-nature, qui est prédominante, je dirais même, dans le label Biodiversity, où on peut difficilement travailler le sujet de la biodiversité de la nature en ville sans passer par de la sensibilisation, sans passer par de l'animation. Et du coup, c'est pour ça que le label Biodiversity, je dirais, a une approche très intéressante. Si tu peux passer à la slide suivante, Tolga. Pardon. Donc, le label Biodiversity est dédié également en 3 référentiels, donc 4. Donc, un Biodiversity Ready, donc, qui est porté sur le sujet de l'aménagement. Donc, Luc en a parlé, c'est un référentiel qui est en cours de développement et qui commence à avoir des projets pilotes et de préfiguration. Le label Biodiversity Construction, qui est la base depuis 2013 du sujet, donc sur l'intégration vraiment de la biodiversité dans l'acte de construire, et le Biodiversity Life, donc qui est dédié au sujet plutôt d'exploitation et de valeur d'usage. Donc là, on a une approche vraiment un petit peu différente par rapport au Biodiversity Ready et Biodiversity Construction, où on a vraiment une volonté d'avoir une approche qui soit performantielle et sur le long terme. Le référentiel Biodiversity, pour lui, ou les référentiels Biodiversity sont construits à peu près tous de la même manière autour de 4 grands axes, pas forcément dans le même ordre en fonction des référentiels, mais on va retrouver un axe 1 globalement qui est l'axe de la maîtrise d'ouvrage, l'axe de l'engagement,
Donc là, c'est la valorisation et la connaissance du sujet de la biodiversité. Donc c'est là où, en tant que assesseur biodiversity, donc formé par le CIBI, on vient challenger les acteurs, définir une ambition pour le projet et aussi pour justement la phase d'exploitation sur le Biodiversity Life. Un axe 2 qui est tourné, lui, autour du parti biodiversité. Donc, quels sont les engagements qu'on souhaite prendre en compte, quels sont les aménagements qu'on met en compte justement dans nos projets, où là, on va pouvoir travailler avec l'architecte, avec le paysagiste, avec l'entreprise d'espaces verts, etc. Un axe 3 qui est plutôt dédié au potentiel écologique. Donc là, on va définir l'amélioration de la biodiversité. Comment on fait pour travailler ce sujet, quelle est la qualité, la fonctionnalité, la capacité de nos habitats qu'on a créés. Donc tout ça, c'est une note sur 1000 qui va aussi venir challenger le projet et qui est assez intéressante pour justement un peu être force de proposition quand on hésite sur tel ou tel habitat à travailler avec le paysagiste et autres. Et un axe 4 qui est très très fort, qui va être tout ce qui est lié aux aménités, aux services rendus et aux usages, donc tout ce qui va être lié à la biophilie, donc et bien sûr à la relation homme-nature. Comment on fait vivre le sujet de la biodiversité, et je pense que c'est un axe vraiment prépondérant dans le label Biodiversity. On a beaucoup d'actions et beaucoup de sujets qui sont traités justement dans le label Biodiversity. Je dirais que le label est travaillé plutôt comme une démarche. Donc, on a vraiment l'assesseur Biodiversity qui est le chef d'orchestre de la labellisation et qui a une force de proposition qui est assez forte. Donc, on va pouvoir travailler avec le paysagiste, on va pouvoir travailler sur les sujets d'exploitation, de programmation, de travailler avec l'architecte. On travaille un petit peu sur le chantier et la communication également. C'est un peu le paradoxe que je pourrais faire d'ailleurs avec Effinature, où la part chantier est assez forte dans le référentiel Effinature et un petit peu moins présente justement dans le référentiel Biodiversity. Mais c'est aussi une volonté, je pense, du label Biodiversity de donner plus de pouvoir peut-être à l'assesseur et de choisir un petit peu ses priorités. On a un processus de labellisation qui est globalement similaire, sauf qu'on a deux phases de labellisation, une phase conception, donc aux fins de DCE, où là, on va vérifier justement par un évaluateur externe qui serait soit Deloitte, soit Certivea, le projet. Donc, on sera labellisé conception pour cette phase-là. Et ensuite, donc, on a toute la phase chantier. Et 6 mois après la livraison, on fait ce qu'on appelle l'évaluation réalisation. Donc, l'assesseur retourne sur site, valide que l'ensemble des exigences ont bien été intégrées, remonte un dossier de labellisation qui va être retransmis à l'évaluateur pour une validation définitive. Dans Biodiversity, on a 3 niveaux de performance. On a un niveau base, un niveau performant et un niveau excellent. Ces niveaux sont calculés de manière assez simple, j'ai envie de dire, puisque chaque axe est noté d'une note qui va de A à D. Pour être labellisé Biodiversity, il faut avoir au minimum un A et aucun D. Pour être niveau performant, il faut au minimum 2 A. Et pour être niveau excellent, il faut au minimum 3 A. Les niveaux changent un petit peu sur le label Biodiversity Live, vu qu'on est sur une démarche d'amélioration continue. Il y a un petit peu plus de niveaux, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. On a montré également un exemple de projet donc qui, lui, est certifié Biodiversity Construction excellent, donc qui a été porté par Prologis. C'est un centre logistique qui a été totalement réhabilité, donc démoli, reconstruit, où il y a eu vraiment une volonté de prendre en compte le sujet de la biodiversité le plus en amont possible. On a réussi à travailler dès 2015 ou 2014 sur les premières études écologiques pour vraiment consolider le projet avec une volonté de préserver un maximum d'arbres, de sujets arborés. Et là, il y a eu vraiment je dirais une vraie dynamique qui s'est créée justement vis-à-vis de Prologis pour intégrer ce sujet de la biodiversité où aujourd'hui, moi, c'est encore, j'ai envie de dire, mon terrain de jeu, donc j'y suis encore très régulièrement. Où on a pu travailler avec l'entreprise d'Espaces Verts sur la phase d'exploitation, à les former, travailler avec le référent, à faire des animations nature. On a travaillé tous les aménagements qui sont liés aux nichoirs, aux hôtels à insectes, comme on peut voir, sur des choses qui sont mobiles, qu'on peut ouvrir, on peut voir ce qui se passe dedans. On travaille aussi sur des sujets un petit peu plus innovants. Donc, vous voyez une photo à droite sur une tour à hirondelle qu'on a installée. Et ça a été aussi une volonté de Prologis de mettre en avant tous ces aménagements. Donc là, on a un projet paysager qui a été construit de manière très intéressante et qui justement
le label Biodiversity ici a été très intéressant puisque on a pu travailler très en amont le sujet, travailler le sujet des usages et en même temps, on a toute la complexité du centre logistique. Hein. On est sur des bâtiments classés ICPE, etc. Et justement, le label Biodiversity permet d'avoir une démarche un petit peu plus ouverte sur le sujet. J'ai pas fait le test. Je pense que c'est un projet que malheureusement, on n'aurait peut-être pas pu certifier FI Nature, notamment vis-à-vis du coefficient de biotope par surface. Mais là, on voit bien la complémentarité des deux labels, peut-être en fonction des projets, qui viennent dans tous les cas cadrer une démarche ambitieuse. Merci Victor. On y reviendra, je pense, sur la complémentarité de ces deux référentiels. C'est intéressant de noter qu'un projet peut être retenu par l'un et pas par l'autre et vice-versa. Donc, c'est un vrai sujet de fond sur lequel on reviendra. Donc, si vous voulez bien, je vous propose maintenant d'attaquer le fond du sujet. On a mis un peu de temps pour démarrer, mais c'était important, on a cadré les sujets. D'attaquer la table ronde avec nos animateurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon partage d'écran, comme ça on va pouvoir se voir un peu mieux, ce qui sera plus agréable. Voilà, parfait. Donc, tout le monde est là. J'attaque tout de suite, sauf si Arnaud ou Luc, vous avez des commentaires à ce qui a pu être dit, fait. On les passera probablement au travers des réponses aux questions. Très bien. Alors, une première question pour se mettre en marche en douceur, une question qui est simple. Quelle est la différence entre une certification et un label? Je vais poser la question à Arnaud. Alors, la certification et le label, c'est un grand sujet. D'ailleurs, on y est exposé dans la vie de tous les jours en tant que consommateur. On a, j'espère que tout le monde aime le bon vin, on a le label d'or sur le vin et on a, par exemple, une certification bio. La certification a été inventée à la base pour permettre aux consommateurs d'obtenir des garanties et de ne pas se faire duper. Ça ne remet pas en cause la qualité du label. Ça remet en cause simplement la capacité d'être audité par un organisme indépendant. Un certificateur bien connu dans le monde de l'immobilier, Certivea, Cercal. Ils se plient, ces certificateurs, de facto, à des normes qui sont européennes, internationales, mais aussi nationales, sous la forme d'un référentiel ISO. Par exemple, dans le cas d'une certification dans l'immobilier, comme pourrait l'être NF et FI Nature, on est sur un référentiel ISO 17065 qui impose un certain nombre de normes dans la compétence, l'impartialité, l'indépendance, la délivrance du certificat, mais aussi dans la gestion interne de l'organisme de certification. Ses processus de qualité, ses processus de gestion des plaintes, d'amélioration continue. Et ces organismes de certification vont se faire évaluer de manière indépendante par un organisme qu'on appelle le COFRAC, qui est l'acronyme de Comité d'accréditation français, en échange de quoi ces organismes peuvent offrir la garantie aux actionnaires, aux usagers, au niveau national, mais aussi international. À savoir qu'une certification, quand elle est reconnue et accréditée, elle a une valeur au niveau international de par les reconnaissances entre les comités d'accréditation français, les comités d'accréditation. Les principales différences sont là. C'est-à-dire que sur une certification, par exemple, bien connue dans le monde anglo-saxon, qui se déploie aussi chez nous comme BREEAM, sur du tertiaire de l'industriel, on va être capable, d'ailleurs c'est même exigé par la finance ou maintenant le label ISR, de se dire comment je valorise mon actif, comment je peux en faire un actif core, core plus, qu'est-ce qui me permet de garantir ça. Et donc c'est cette notion d'impartialité, d'indépendance et de garantie qu'on va retrouver dans la certification. Le label, quant à lui, un peu plus libre, c'est-à-dire qu'on peut délivrer son propre label en fonction des exigences qu'on a décidé d'y inclure. On peut tout à fait utiliser une tierce partie indépendante pour délivrer le label. C'est un gage de qualité et de sécurité en plus pour l'usager et ça montre que le label, en fait, il est là pour avoir une démarche vertueuse. Et c'est le cas de Biodiversity. Justement, merci Arnaud. Tu as parlé d'ISR.
de certification. Luc, tout à l'heure, a mentionné l'excellent Biodiversity Day autour de la taxonomie verte. Alors, je vais me tourner vers Luc. Est-ce que demain, les labels, les certifications peuvent être favorisés ou profiter d'un levier financier, fiscal, etc. Est-ce que ce sera une incitation finalement pour aller chercher ces référentiels? Alors tout à fait, c'est ce qui a été dit un petit peu par nos intervenants, je dirais, puisque nous avions autour de la table tant, je dirais, le représentant d'un fonds qui s'appelle Meridiam au travers de Thierry Déo, qui est en même temps le président de l'association Finance for Tomorrow. Nous avions une représentante de la direction générale du Trésor, Charlotte Garde, qui connaît très très bien en fait, je dirais, les tenants et aboutissants de la taxonomie européenne. Nous avions Hélène Pesquine du ministère de la Transition écologique et puis le délégué général de la chaire climatique de l'IPAG. Et donc, l'ensemble de ces orateurs, en fait, nous ont un petit peu expliqué, je dirais, l'origine et les tenants aboutissants et les enjeux, en fait, de l'arrivée de cette taxonomie qui va, comme je l'indiquais tout à l'heure, flécher les investissements et l'ensemble, en fait, des flux d'investissement, tout en excluant certains d'entre eux, notamment ceux qui, finalement, touchent finalement au financement d'objets, d'activités liées aux énergies fossiles. Mais donc, finalement, cette taxonomie va orienter, je dirais, et pousser les investissements vers ces activités économiques, ces projets immobiliers, ces projets d'infrastructure qui, finalement, cochent un certain nombre de cases en termes d'empreinte carbone et de prise en compte de la biodiversité. Ça va même, je dirais, se retrouver au niveau des entreprises qui vont devoir finalement présenter, je dirais, leurs activités suivant finalement la décomposition de cette taxonomie. Et donc, les entreprises à entrer finalement aussi dans des démarches beaucoup plus vertueuses. Comme je l'indiquais tout à l'heure, on parle d'une vraie révolution, je dirais, qui devrait assez vite, en quelques mois, se concrétiser. Pour revenir finalement à la notion de label ou de certification, c'est clair que les certifications vont être un des gages, je dirais, finalement, de la preuve, vont être une des preuves, finalement, je dirais, que les projets, les activités, en fait, intègrent bien, finalement, les orientations qui sont voulues par, je dirais, les requis de la taxonomie. Donc, c'est oui, tout ce qui va être finalement, je dirais, projet labellisé, soit EFI Nature, soit Biodiversity, va finalement rentrer, je dirais, dans cette approche-là, concrètement. Et alors, qui dit évaluation ou incitation dit indicateur. Aujourd'hui, alors au-delà des référentiels, EFI Nature, Biodiversity, mais d'autres, nous on voit que la profession se cherche ces indicateurs. On a parlé tout à l'heure, Victor a parlé du CBS, le coefficient de biotope par surface, qui est en train d'émerger comme un des indicateurs possibles. Les collectivités territoriales, quasiment toutes les métropoles imposent leur CBS. Des acteurs économiques sont en train de faire leur CBS maison, si on peut dire. Le CBS est en train d'arriver comme l'indicateur unique, mais loin d'être unifié, puisque chacun a le sien. Enfin, je poserai plutôt la question à Arnaud, comment cette question des indicateurs est traitée dans EFI Nature et comment répondre finalement à ces attentes du marché qui sont claires. Il faut que ce soit simple. Peut-être qu'une certification est trop compliquée. Je pose la question ouvertement pour traiter de la masse des projets et des situations. Donc, comment traiter simplement, mais rigoureusement, de la question des indicateurs de performance? En fait, la question, tu l'énonces simplement, mais je la trouve un peu complexe, dans le sens où on a beaucoup de sujets sur ces questions-là. Je vais essayer de décomposer, d'ailleurs à la manière du référentiel EFI Nature. Donc une certification, pas compliquée, pour la simple et bonne raison qu'on vient
poser des indicateurs de calcul, des indicateurs de performance à satisfaire, sujet par sujet, brique par brique, de manière fluide, en s'accordant à la vie classique d'un projet. Quand on vient traiter du sol, du coefficient de biotope par surface, il y a un objectif. L'objectif, c'est de se dire, en toute honnêteté intellectuelle, avec beaucoup de bon sens, quelle est la place à ma surface éco-aménageable? Quelle est la place que la biodiversité va pouvoir coloniser sur mon projet? L'objectif du CBS est là. Et le but dans la certification EFI Nature, ça va être de se dire, j'ai traité de mes sols. Okay. La biodiversité va pouvoir se développer. Maintenant, je vais traiter de mon patrimoine végétal, il faut qu'il soit cohérent. On a parlé de palette végétale locale, on parle d'autres sujets, mais je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui. On a choisi de mettre en œuvre des indicateurs qui sont porteurs de durabilité et qui sont accessibles d'un point de vue technique. Il fallait faire un compromis à un moment entre la rigidité, la rigueur scientifique et ce qu'on est capable de faire sur le terrain à l'instant T et ce qui va évoluer dans le temps. Ça, c'est la vision portée par EFI Nature. Faisons bien maintenant le minima requis pour que la biodiversité soit réellement valorisée, qu'on ait un rendu, un écosystème fonctionnel et durable à travers des indicateurs objectifs qui ont du sens, et allons petit à petit vers une amélioration continue en lien avec la science, en lien avec la technique. On a parlé aussi d'indicateurs, comment on va comparer la valeur d'un patrimoine biodiversité. Comment je sais, un projet qui se trouve à Menton, zone climatique particulière, a une certaine valeur, a un patrimoine biodiversité qui est équivalent à celui de Paris, si je fais deux projets différents, si je fais deux choses différentes, mais au final, comment je vais pouvoir comparer? Là, je parle de villes, parlons aussi les collectivités, mais aussi les pays. Ça, c'est des sujets vraiment, vraiment vastes et on cherche en fait au international des indicateurs qui vont nous permettre de mettre en commun, de se dire voilà, la France valorise un patrimoine biodiversité, le Brésil aussi. Comment on les compare? Comment on compare les actions mises en œuvre en ville ou pas? C'était un des sujets de mon introduction quand je parlais de gouvernance décentralisée, de valeur biodiversité, en lien avec notamment l'OCDE, non, je ne me souviens plus du rapport, le nom, publié par 2017, juste avant le Covid au Brésil, qui a pour but de inciter les acteurs, donc, ça rentre tout à fait dans la taxonomie, à financer des projets favorables à la biodiversité, en tout cas loin des énergies fossiles, mais aussi de trouver et de pousser le secteur du privé à trouver des indicateurs de comparaison. C'est en ça qu'on s'inscrit dans ces démarches, je pense. Et je pose la question un peu abruptement, Arnaud, pardon. Est-ce que pour être bon, et je mets plein de guillemets à bon, tous les projets devraient être labellisés, certifiés EFI Nature par rapport à cette question de l'indicateur? Pour répondre simplement, non. On est capable de faire un projet vraiment vertueux en fonction de la typologie, des enjeux du projet, sans forcément le certifier. D'ailleurs, on s'inscrit dans des types de projets qui sont ceux-ci sur tout ce qui va être non-profit. On va allouer de la ressource humaine, un ingénieur d'études, pour intégrer les sujets biodiversité avec EFI Nature sans certifier ou en donnant le certificat, par exemple, à prix coûtant. On va aussi proposer un accompagnement dans le cadre d'un AMO, EFI Nature, sur des petites communes qui n'auraient pas les moyens de certifier ou pas la nécessité politique, par exemple, de certifier. Parce qu'il faut prendre cette dimension en compte. Il y a la dimension économique qui nous permet à nous de vivre, de rémunérer les personnes qui travaillent sur ces sujets, et la dimension donc réelle. À la base, l'idée, c'était de se dire, créons la ville de demain, quelque chose de vraiment fonctionnel, une ville biodiversifiée et pas une ville, on n'a pas les murs en verre, les bus, et on s'est dit, on a fait du verre, on a planté des arbres, avec une vraie réflexion. Donc, cette vraie réflexion, elle passe par l'adoption de tous, et tous n'ont pas cette nécessité de certifier pour faire du vertueux et du con. Il faut quand même partager les indicateurs. Luc, je te laisse la parole. Peut-être rebondir, si tu peux, sur ce débat sur les indicateurs. Oui, pour
compléter, là où je rejoins effectivement le propos d'Arnaud, c'est qu'il faut une vraie approche scientifique derrière les indicateurs. Il faut croiser à la fois en fait l'approche écologique, naturaliste, et puis le besoin finalement d'indicateurs de synthèse. Et le CBS, en fait, même s'il peut y avoir des périmètres différents, est un très très bon indicateur de synthèse. Au niveau de l'approche du CB dans ces référentiels Biodiversity, nous avons travaillé aussi sur des outils qui sont issus du monde de la recherche scientifique, à commencer en fait par le référentiel Biodiversity Construction qui s'appuie sur un outil qui s'appelle le potentiel écologique, qui est issu de la recherche de l'Université de Lausanne avec un professeur emblématique qui s'appelle Guy Berthoud, qui a d'ailleurs accepté de rejoindre notre conseil scientifique, qui est aujourd'hui présidé par Jean-Philippe Siblet, ex-patron du département Histoire naturelle du Muséum. Cet outil, si je traduis rapidement un petit peu comment il est construit, il marie finalement plusieurs dimensions. Pour arriver finalement à une échelle, une note qui permet finalement de comparer un projet sur Cuba avec un projet à Singapour et un projet je dirais, en métropole. Il marie en fait la quantité d'espèces, les surfaces finalement prises en compte et la qualité des espèces. Moyennant en fait sur chacune, parce que là c'est vraiment très synthétique, moyennant en fait un certain nombre de formules issues finalement de la recherche scientifique qui permettent de donner une note qui va de 0 à 1000, le 0 étant le vide. Je dirais une prairie sèche type pelouse en fait en environnement urbain sera autour de 40 parce qu'il y a quelques espèces, que ce soit en fait du végétal mais aussi insectes on pourrait dire, jusqu'à donc 1000, la note 1000 étant celle de la diversité, de la biodiversité qu'on peut trouver dans une forêt vierge amazonienne. Les villes se situant, notamment quand il y a des zones humides, difficilement au-delà de 400, en fait, dans cette échelle-là. Alors, c'est une approche qui est très orientée espèce cible, qui se travaille donc très très bien à une de proximité, celle de l'îlot bâti, mais qui finalement montre ses limites lorsqu'on est sur de l'aménagement de territoire sur de grandes dimensions avec où on doit intégrer finalement les infrastructures vertes, les trames vertes, bleues, etc. Et ce qui nous a amené pour le référentiel aménagement de quartier à nous orienter vers un autre outil également issu de la recherche scientifique et notamment porté par AgroParisTech au travers de la chaire financée par Vinci Construction et de leur JV qui s'appelle Urbalia. L'outil, beaucoup d'entre vous en fait en ont entendu parler, il s'appelle Biodistrict. Il était d'ailleurs considéré à une certaine époque comme un peu concurrent de Biodiversity Construction et en fait pas du tout. Il est extrêmement complémentaire et surtout l'intérêt c'est qu'il est basé sur une approche d'habitat donc qui est plus facilement appréhendable lorsqu'on raisonne sur de grandes échelles et de grands territoires. Donc ce besoin finalement de construire des indicateurs, je dirais, qui soient vraiment d'excellence professionnelle issus du monde scientifique, c'est la base pour ne pas se retrouver finalement dans des projets qui auront, je dirais, une labellisation, une certification qui soit en fait un faire-valoir, qui soit une simple étiquette. Peut-être qu'on reviendra sur cette question des indicateurs. J'aimerais quand même qu'on traite d'un autre sujet qui est capital. Luc, je te laisse la parole sur la question des différentes échelles de la ville. Alors, les échelles temporelles, évidemment, on a l'îlot bâti, on a le bâtiment, on a les espaces verts, on a le quartier, on a l'espace public. On a aussi cette échelle temporelle qu'on a abordée un peu rapidement, la conception, le chantier, l'exploitation, qui est la vraie vie finalement des villes. Comment les référentiels aident à traiter cette complexité temporelle et spatiale? Alors, le premier point, c'est comme vous l'avez commencé à le deviner, c'est que notre positionnement, et c'est la même chose du côté d'Iris, Arnaud corrigera si nécessaire, on n'est pas à l'échelle de la ville, on n'est pas à l'échelle des SCOT, des PLU. Alors, le PLU un petit peu au travers finalement du territoire, du quartier, mais pour ce qui est du CB, on est parti je dirais avec Biodiversity Construction, vraiment
du très local, de l'îlot bâti, pour ensuite s'ouvrir sur l'échelle plus large. Nous n'avons pas aujourd'hui d'outils pour adresser en fait la préoccupation de verdissement de l'ensemble de la ville, qui est censée être traitée par les SCOT aujourd'hui ou par les plans climat, on va dire, et on voit de plus en plus effectivement de villes, tu l'as dit tout à l'heure, Tolga, ouvrir finalement des plans en fait très ambitieux là-dessus. Donc ça, c'est l'échelle en fait territoriale de nos outils. Il y a derrière, je dirais, la dimension échelle temporelle qui se raisonne à deux niveaux. Naturellement, il y a l'acte de construire ou de rénover. Je dirais pour le CIBI, c'est biodiversité construction, un référentiel pour traiter les deux. Chez IRIS, en fait, il y a un référentiel pour chacun des typologies d'action. Et puis, on passe sur des référentiels adaptés à la vie des bâtiments existants qui ont fait l'objet ou pas d'une en construction ou en rénovation, dès lors que finalement il y a un parti pris, des espaces végétalisés extérieurs qui permettent finalement de travailler le sujet, à la fois de la valorisation du potentiel écologique sur le lieu, et puis de la relation finalement entre l'occupant du lieu, pardon, et la nature. Là, c'est l'objet en fait des référentiels vie du bâtiment, donc Biodiversity Life pour le CIBI. Et puis, il y a, je dirais, les outils de suivi dans le temps de l'évolution, quand on est sur finalement l'usage, comment concrètement on va mesurer, je dirais, et tracer l'évolution, finalement, l'amélioration, parce qu'on on se place finalement dans une boucle de progrès avec un système de management un petit peu standard, type ISO 9001, ISO 14001. Comment on va suivre finalement l'amélioration en fait, du potentiel écologique sur un site. Et là, c'est là en fait que l'on passe, je dirais, sur des outils un petit peu plus professionnels que sont les outils cartographiques de SIG. Pour certains, finalement, permettent d'intégrer une dimension finalement temporelle d'évolution. Ce n'est pas un prérequis, en fait, aujourd'hui, à ce stade, dans notre approche qui est plus ouverte au niveau de Biodiversity Life, mais ça fait partie des choses qui pourraient être intéressantes de travailler dans le temps. Donc voilà un petit peu en réponse à ta question. Oui, tout à fait. Et j'en profite pour appuyer le rôle de l'écologue urbain aussi et de l'assesseur pour faire le lien entre ces échelles, ces acteurs. Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, merci Luc de l'avoir mentionné. La complexité, elle vient aussi par le jeu d'acteurs qui se complexifie dans le milieu urbain. Et effectivement, l'écologue urbain qui n'existait pas il y a 10 ans, ou à peine, est aujourd'hui au cœur de ces liens à créer, de ces connexions, de cette robustesse scientifique à appliquer dans un projet vulgaire qui ne peut pas évidemment mettre en place la méthode scientifique. Par définition, voilà, toute cette complexité elle s'appuie sur les référentiels et les référentiels sont des alliés des écologues pour y arriver, traiter cette complexité d'échelle. Arnaud, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet des échelles, des emboîtements d'échelles et du jeu d'acteurs. Très rapidement, parce que le propos de Luc était parfaitement illustré et on fait le lien entre ce qui se passe dans un projet, Biodiversity qui propose Life et Ready. Sur EFI Nature, on est à peu près sur les mêmes typologies, c'est-à-dire qu'on a un référentiel d'exploitation qui permet de s'assurer que les sites avec potentiel biodiversité sont correctement gérés. Et donc, on est sur une temporalité dans le temps qui va venir se renouveler pour contrôler que ce projet, finalement, a une philosophie de sobriété, de gestion raisonnée des espaces verts, un bon état du sol. Et bon, on va s'assurer finalement que les indicateurs qui nous permettent de mesurer la performance et la réelle fonctionnalité de l'écosystème sont toujours présents dans le temps. Bon, là-dessus, c'était assez clair. Ouais, parfait. Du coup, maintenant qu'on a on s'est un peu chauffé, je vais attaquer les sujets qui fâchent. Comment est-ce j'aimerais qu'on discute un peu zéro artificialisation nette, un peu changement climatique, un peu santé, parce que le sujet est légèrement sensible en ce moment. Euh, comment est-ce qu'on aborde, alors, EFI Nature a une version un peu plus récente, on va dire. Tu l'as dit, Arnaud, la première mouture date de 2009.
Les derniers référentiels qui ont été mis à jour sont plus récents, en 2-3 ans, si je dis pas de bêtises. Encore plus. Voilà. Luc, le référentiel biodiversité construction a bientôt 10 ans. Alors, l'AF et REDI sont beaucoup plus récents et donc ont certainement mieux embarqué ces problématiques que la première mouture. Alors, je vais poser un peu comme ça de fond en comble la question, mais comment Effinature et Biodiversity vont permettent déjà de répondre à cette question. Allez, je ne vais pas toutes les poser d'un coup, mais déjà le zéro artificialisation net, qui est un sujet complexe dont on attend encore la définition claire et précise d'ailleurs. Et Oui, voilà. si on ne les traite pas assez, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux les traiter? Arnaud, peut-être, si tu veux commencer. Euh, Ok, je commence toujours sur les sujets qui fâchent alors. Moi, je Euh, peux demander à Luc. non, Hein. non, Ouais, non, c'est une blague, ça me va. Allez. En fait, le référentiel Effinature, bah, je l'ai dit, tu l'as redit, c'est un référentiel qui grandit avec le temps, qui évolue, qui est backé par une équipe donc en recherche et développement sur le sujet spécifique du référentiel, mais sur d'autres sujets annexes. Et donc, on vient traiter effectivement des sujets notamment de résilience climatique. Sur la résilience climatique, quand Victor tout à l'heure a présenté le référentiel Effinature et les 5 grands thèmes, maintenant en 2021, du coup on est pas mal avancé, on est déjà en juillet, on a un nouveau thème qui vient se rajouter, s'intercaler en tout cas, modifier certains indicateurs et qui traite spécifiquement de la résilience climatique du bâtiment, des végétaux, qui fait des liens avec les sujets prépondérants comme ce qu'on va voir arriver avec l'aéro 2020, le carbone. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'on arrive à rester sur des sujets de biodiversité pure en intégrant ces thématiques. Résilience climatique à travers réduction de l'îlot de chaleur urbain, évapotranspiration, coefficient d'albédo, gestion des eaux pluviales, des risques d'inondation, etc. Et on a la palette végétale, donc on a parlé de végétaux locaux. Là, on mène en tout cas et on demande une réelle réflexion sur la palette végétale adaptée climatiquement. On a des cas concrets où on voit que cette palette végétale, malheureusement, locale, je pense directement à la région Rhône-Alpes, souffre énormément. Et on se demande comment on va faire pour avoir du local fonctionnel dans le temps. Quel sera le climat de cette région, de la France, dans 30, 40, 10 ans. Donc, on mène une réflexion sur, par exemple, la flore, qui va être adaptée non seulement à l'écosystème dans lequel elle se trouve, à son nouvel écosystème, si c'est une plante importée, pour la faune, etc., et que ce soit vraiment fonctionnel. Ça, c'est des thématiques sur lesquelles on travaille, qu'on met à jour dans le référentiel. Pour le ZAN, je ne vais pas vous faire l'affront de le prononcer parce que je suis très fatigué, donc je risque de l'écorcher. C'est un sujet qui est vaste, donc on n'a pas la définition, on ne sait pas exactement. Donc nous, on a des thématiques sur lesquelles on va travailler. On a déjà emboîté le pas parce qu'on prend en compte le sol depuis assez longtemps dans le référentiel. On vient limiter l'imperméabilisation des sols, avec notamment le pourcentage de pleine terre imposé sur chaque projet. On va limiter la pollution des sols avec des pratiques respectueuses. On mène des réflexions donc directement dans le référentiel sur le maintien de la trame brune dans l'aménagement paysager, afin de préserver notamment tout ce qui est échange interespèces, le lien sol-végétal qui est fondamental. En rénovation, la ZAN, ça va être un objectif et on va l'encourager finalement tout ce qui va être renouvellement urbain. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour intellectuellement pour moi. Oui, je vais laisser Luc rebondir. Oui, je vais compléter. Oui, il y avait une question, Luc, avant de te laisser, pardon. Il y avait une question, justement, j'en profite. Il y a biodiversité construction, mais il n'y a pas biodiversité rénovation. Tu as répondu à cette question. Précédemment, je tenais à le souligner, le label biodiversité construction est finalement mal nommé puisqu'il traite aussi
de la question de la rénovation. Mais je te laisse rebondir Oui. justement là-dessus. Je vais commencer par le macro et une réponse qui est valable aussi bien finalement pour l'approche biodiversité que pour l'approche épinature. Derrière le ZAN, il y a le sujet en fait de la sobriété foncière. On a eu, jusqu'à ces dernières années, eu tendance à raisonner les projets au travers de l'approche éviter, réduire, compenser, et où on pouvait assez facilement aller urbaniser des zones, je dirais, notamment en périphérie, je dirais, en ayant recours à la compensation. Ce qui est intéressant, c'est la prise de conscience, je dirais, de cette problématique-là, tant au niveau du grand public que des politiques, amène aujourd'hui finalement le législateur à travailler au travers du ZAN, à travailler sur finalement euh, le fait de pousser davantage, je dirais, et de trouver les leviers qui vont permettre finalement de favoriser et d'intéresser l'acteur de la construction, l'acteur de l'aménagement de la ville, à travailler sur le renouvellement urbain et finalement de repousser en dernier recours l'appel à la compensation. Concrètement, de plus en plus, je dirais, des projets qui font appel à la compensation ne vont plus être crédibles, sauf dans des derniers recours où là, ça le sera. Je dirais aussi dans une approche où, et il y a une question qui est dans ce sens-là, ne peut-on pas imposer en fait, je dirais, telle et telle chose. L'approche coercitive, en général, n'est pas celle qui produit les meilleurs effets concrètement. Donc ça, c'est l'approche macro. Dans ce cadre-là, nos outils, que ce soit Effinature ou que ce soit Biodiversity, sont de vraies réponses pour favoriser finalement la prise en compte de la biodiversité et de trouver les solutions permettant le redéveloppement et l'enrichissement de la biodiversité et le potentiel écologique, je dirais, sur un lieu, y compris existant, y compris de centre-ville, permettant finalement d'éviter finalement, je dirais, de rentrer dans une destruction de biodiversité liée à une réurbanisation finalement d'un foncier existant. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est, je dirais, sur cette notion de comment les référentiels biodiversity prennent en compte les grandes thématiques du moment, comme le ZAN, comme les solutions basées sur la nature. Euh, Aujourd'hui, c'est pas forcément fléché en tant que tel avec des chapitres dédiés, je dirais, dans nos référentiels. Par contre, de fait, je dirais, disposition, je dirais, favorable à, je dirais, la résilience d'un îlot bâti au risque lié au changement climatique, l'effet îlot de chaleur, eh bien, le fait de développer des toitures végétalisées, par exemple, sont des approches qui sont contributrices de l'amélioration du profil du projet, mais qui sont drivées en fait par un dialogue entre l'architecte, le maître d'ouvrage et l'écologue. Et l'approche biodiversity est très ouverte de ce point de vue-là. Elle est un peu basée sur le concept des approches anglo-saxonnes des référentiels construction durable type BRIM et LEED. Je dirais, il y a un certain nombre tiré et c'est le parti pris du projet porté par l'architecte et le dialogue avec l'écologue qui va permettre finalement de composer finalement le meilleur résultat sur un projet qui sera peut-être différent sur un îlot bâti dans le même quartier concrètement. Et pour terminer aussi sur cette notion euh, d'âge du référentiel historique biodiversité construction, quand on parle de 10 ans, c'est clair. Il y a eu énormément de choses qui ont été produites dans le monde scientifique qui va être pertinent d'intégrer je dirais, dans nos référentiels, dans une approche, et Arnaud a cité un petit peu, je dirais, a pris les bons mots. Nous avons en fait pour vocation à traduire les résultats de la recherche scientifique, qui sont finalement des grands enseignements, des grands ouvrages, mais qui sont inapplicables de manière pragmatique et pratique par les acteurs de la ville. Donc concrètement, notre devoir, c'est de transformer ces résultats de recherche scientifique en guide pratique, je dirais, qui puisse être travaillé localement sur un projet, qu'il soit en fait construction, rénovation ou aménagement de quartier, entre l'architecte, le maître d'œuvre et puis bien sûr l'écologue concrètement. Donc côté CB, on nous engageons, je dirais à l'automne, je dirais un process d'évolution, de réflexion sur l'évolution sur une version 2 de notre référentiel biodiversité construction qui aura pour vocation à actualiser et enrichir, rendre plus robustes en fait nos outils concrètement. Ouais. On voit que la science n'est jamais très loin.
le conseil scientifique pour le CIBI, les travaux directement, l'objet même statutaire d'IRIS pour travailler la recherche et l'innovation. Et c'est très rassurant et ça montre que les enjeux finalement sont bien intégrés, sont plus ou moins traités dans les référentiels, mais en tous les cas, ils sont bien intégrés dans la stratégie de ces deux entités. C'est très rassurant. Alors, j'avais espéré prendre de la hauteur au début de la table ronde. Je pense qu'on est très, très servi, mais le temps me rappelle à l'ordre. Moi, j'aurais aimé continuer un peu plus. Je vais quand même poser une question à Victor parce que il faut reprendre un peu la casquette du pragmatisme. Je me mets à la place de ceux qui veulent faire des projets et qui ont besoin d'éléments un peu concrets. Victor, je te pose la question, comment choisir sur un projet, ou est-ce qu'il faut choisir sur un projet Nature ou Biodiversity? Voilà, la question piège. Merci pour cette question piège qui va me valoir des petits textos de Arnaud et Luc, chacun de leur côté. Non, on l'a compris, au final, on a quand même fondamentalement deux approches qui sont un petit peu différentes. On a Nature qui est vraiment une certification, comme Arnaud l'a expliqué, assez bien cadrée par de nombreux indicateurs. Luc, comme l'a mentionné, a une approche du biodiversity qui est un peu plus anglo-saxonne, où on a une confiance peut-être un petit peu plus présente de l'assesseur. Et je pense que c'est vraiment ça qui fondamentalement va faire la différence. On a Nature qui est vraiment une certification performantielle, où je trouve que le pratiquant, l'aspect pédagogique est peut-être moindre, en tout cas dans l'accompagnement de nos clients. On est vraiment plus là pour veiller au respect des règles de l'art, dans la prise en compte de la biodiversité. Et Biodiversity, où justement, en tant qu'assesseur Biodiversity, on a vraiment un rôle de conseil, de rentrer dans une démarche qui vise à promouvoir le sujet de la biodiversité dans l'acte de construire et également de travailler sur tout ce qui va être lié à la valeur d'usage et aux questions de biophilie, d'aménité. Donc, je pense qu'on arrive au final fondamentalement sur la différence de Nature et Biodiversity. J'aurais tendance à dire que quand on veut engager une démarche biodiversité sans connaître ces certifications, je me pencherais peut-être d'abord sur Biodiversity, qui va être peut-être un petit peu plus ouvert. Quand on est peut-être un peu plus expert sur ces sujets, je me pencherais peut-être de préférence sur le Nature, qui va venir challenger au final l'ensemble de l'équipe projet. On va revoir les pièces marché, on va tout reconstruire, rajouter différents éléments qui vont être assez intéressants et qui du coup ensuite vont pouvoir être bien sûr repris sur d'autres projets. Et pour finir, je dirais que Nature a justement ce cadrage préalable est très intéressant, je pense, quand on suit des démarches réglementaires qui vont venir vraiment avoir des demandes très précises si on est sur des démarches d'évitement, de réduction, voire de compensation. Je pense que Nature sera vraiment un bon outil pour veiller au respect des exigences de l'étude d'impact et des arrêtés préfectoraux. Biodiversity va laisser plus le champ libre vraiment à l'assesseur, où on va avoir des principes d'équivalence qui vont pouvoir s'appliquer. Donc, on a plus un rôle de conseil et d'engager une démarche sur le sujet de la biodiversité. Mais fondamentalement, je pense que que ce soit une certification Nature ou une certification Biodiversity, la maîtrise d'ouvrage sera là aussi pour aller le plus loin possible sur le sujet et il n'y aura pas de différence majeure à la fin du projet. C'est juste dans la conception et dans l'accompagnement où on aura des différences majeures. C'est là, en fait, je dirais, la bonne conclusion. Concrètement, on est sur des sujets qui sont tellement forts enjeux, tellement stratégiques, de prendre en compte, en fait, la biodiversité sur, finalement, l'aménagement de la ville, que ce soit en construction ou en aménagement de quartier, que le sujet n'est pas, en fait, de rentrer en concurrence entre différentes offres. Le sujet, c'est finalement de faire en sorte qu'il y ait plus de projets qui ne prennent pas en compte ce sujet-là au bon niveau, en considérant qu'aujourd'hui, beaucoup trop se limite finalement à un affichage, je dirais, de plans avec des arbres, etc., qu'on ne retrouve pas, je dirais, lorsque le projet est réalisé.
vous êtes intéressé par ces questions-là et souhaitez aller un peu plus, je dirais, dans le détail des différentes solutions existantes, y compris au-delà des outils EFI Nature et des outils Biodiversity, je vous invite à jeter un œil sur un ouvrage qui a été élaboré par l'Association des directeurs immobiliers. Donc là, en l'occurrence, c'est pas de la publicité pour le CIBI, mais pour l'ADI, et qui est orienté, qui est très pragmatique et qui est orienté pour le propriétaire, pour le directeur immobilier. Et vous y retrouverez finalement tout un tas de petits développements sur des outils connexes comme EcoJardin, par exemple, comme le référentiel d'EcoCert, engagement biodiversité, qui traite finalement d'une démarche de progrès complémentaire à l'ISO 14001 au niveau de l'entreprise. Un petit peu de vulgarisation des référentiels américains existants comme CITES, SITES, qui traite, je dirais, qui est sur un positionnement un peu du type éco-jardin, pas tout à fait, mais et voilà. Et puis des développements sur les outils très intéressants de CDC biodiversité, parmi lesquels on peut citer le contrat de performance biodiversité, qui est très complémentaire avec nos outils. Donc voilà, pour cette publicité, je dirais, pour une autre association. Merci Luc d'avoir fait la conclusion à ma place. Heureusement que je ne peux pas t'en vouloir, c'était très pertinent. Un grand merci, c'était vraiment passionnant. J'ai bien noté la complexité des questions des indicateurs qui sont traités dans les deux référentiels, mais qui doivent évoluer aussi par rapport et en lien avec les enjeux. Ce qui soulève finalement la question, et je vous ai entendu tous les deux, Arnaud et Luc, le suggérer. Peut-être qu'il y a des synergies à trouver entre l'IRIS et le CIBI, le vivant et la ville, pour profiter de vos complémentarités, des complémentarités de vos structures et de vos référentiels. On l'a dit, l'IRIS est un centre de recherche privé qui profite finalement de l'efficacité d'une petite structure de passionnés pour faire évoluer la recherche et l'innovation. Le CIBI est plutôt différent puisqu'il profite d'un réseau de bénévoles étant une association loi 1901, je dirais tentaculaire dans le bon sens du terme, ou tête de réseau, qui va pouvoir mobiliser ses forces vives dans certaines batailles pour faire avancer les sujets. Et donc, je pense, j'ai noté, j'espère, une grande complémentarité entre ces deux entités et ces deux référentiels, ces deux jeux de référentiels. Et donc, voilà, un grand merci pour ces échanges. Si vous voulez, on peut prendre quelques secondes pour répondre à quelques questions qui ont été posées. On a encore 6 minutes sur le temps imparti, donc ce serait bien d'en profiter. Alors, il y a beaucoup de questions, on va pas pouvoir répondre à tout, on se débrouillera pour essayer d'apporter une réponse à toutes les questions. Je salue Véronique Dame qui a posé une question, enfin qui est plutôt une affirmation, mais je vais la transformer en question, sur la question des matériaux de construction. Comment est-ce qu'on doit traiter de l'impact caché ou indirect des matériaux de construction, sachant que je ne vais pas poser la question de savoir comment ce sujet est traité dans les référentiels parce que je sais qu'il ne l'est pas assez. Est-ce qu'il y a un volontaire pour attaquer cette question assez brièvement, hein, pour essayer d'en prendre d'autres questions? Le sujet a commencé à être débroussaillé il y a 3-4 ans par le plan bâtiment durable animé par Philippe Pelletier, qui, entre parenthèses, aujourd'hui travaille à la demande finalement du législateur sur finalement un, un- un référentiel associé permettant aux propriétaires et aux porteurs de projets d'aller au-delà des référentiels R, et notamment intégrant une dimension, un axe biodiversité. Donc ça, j'ai fait la parenthèse là-dessus, mais concernant en fait cette question de l'impact des matériaux, euh, on parle là de biodiversité grise, et c'est un sujet extrêmement complexe. Il faudrait concrètement que nous soyons en capacité d'arriver à décrire dans les matériaux, dans les fiches FDES, je dirais cet impact biodiversité. Aujourd'hui, on est très très loin
mobilisation des acteurs de la construction qui permettrait d'aller dans ce sens-là. Concernant finalement les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de COV, il y avait eu une mobilisation poussée par les référentiels de construction durable notamment, et par le législateur qui a amené en fait à cette intégration dans les FDES de ces impacts. Mais il a fallu en fait une bonne dizaine d'années de façon à avoir pour tous les produits, je dirais, courants ces impacts. Il faudra probablement encore 10 ans, peut-être que si on est optimiste, ça pourrait s'accélérer sur une période beaucoup plus courte, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà un petit peu, je dirais, après, naturellement, intuitivement, tout ce qui va être économie circulaire est de fait, je dirais, favorable et positif pour cette dimension-là. Je rajouterais oui. sur la question de la biodiversité grise que c'est un petit peu traité dans les référentiels très vaguement. Je pense à l'utilisation de certains matériaux. On a des démarches comme le bois où on peut les certifier FSC, PEFC. C'était les premières initiatives presque sur la biodiversité grise qu'on peut intégrer. Aujourd'hui, comme Luc l'a mentionné, c'est un sujet qui est très complexe. Il faut remonter vraiment en amont des produits utilisés. C'est une approche qui se développe notamment au travers de l'ACV des matériaux. La seule difficulté aujourd'hui, c'est que quand on parle d'érosion de la biodiversité, il faut travailler sur ces 5 grandes causes d'érosion de la biodiversité et aussi de se projeter en se disant qu'un matériau a contribué à ces 5 grandes causes d'érosion de la biodiversité. Je sais actuellement que le CSTB, donc le Centre scientifique et technique du bâtiment, travaille sur ce sujet. Il y a une thèse qui a été réalisée par Aline Brachet, justement, sur le développement d'une méthodologie hybride qui vise à prendre en compte l'impact des matériaux sur la biodiversité au travers de certains indicateurs de pollution, d'eutrophisation, etc. On a des indicateurs qui aujourd'hui sont encore en cours de développement, tout ce qui va être imperméabilisation, fragmentation du territoire. On arrive difficilement à les quantifier aujourd'hui. Par contre, oui, comme le mentionne Luc, dans 5-10 ans, on devrait avoir des démarches qui vont arriver. Et justement, dans ce futur label d'État RE 2020, il y a un objectif d'initier la prise en compte de la biodiversité grise et cette conviction qu'il faut traiter le sujet des matériaux. Et je rajouterais que le sujet ne se pose pas seulement en fait sur le secteur de la construction, mais pour toute entreprise qui a qui exploite des matériaux qui remontent jusqu'à l'extraction. Et donc la mesure de l'impact d'une activité industrielle ou économique d'une entreprise en matière de biodiversité, en remontant à la source, c'est quelque chose qui arrive en fait dans les réflexions et qui apparaît en fait dans un premier indicateur qui a été monté il a fallu en fait presque 4 ans par CDC Biodiversité qui s'appelle Business for Nature ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Biodiversity Score. Ah oui, le Biodiversity Score, pardon. Exactement. Ouais, tout à fait. Je prends une dernière question. Toutes mes excuses pour toutes les autres questions qui seront restées sans réponse à l'oral. Monsieur Garcia des conservatoires botaniques, je ne sais pas lequel, a posé une question. Pourriez-vous m'indiquer, qu'est-ce qui, selon vous, fait que les porteurs de projets ou aménageurs ne s'engagent pas plus dans les labels? Voilà une question fondamentale. Et j'aimerais bien écouter Arnaud et Luc sur cette question pour clôturer la séance. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui nous amènent à ça. Déjà, on l'a dit tout à l'heure en préambule, on peut faire de très bons projets sans labelliser, sans certifier. Et c'est le cas de bon nombre d'aménageurs ou promoteurs, maîtres d'ouvrage engagés, par manque de connaissance de la certification. Parce que souvent, ils se disent, on a déjà pas mal de contraintes réglementaires, pas mal de contraintes à satisfaire. Ils ne se rajoutent pas ça parce que le projet ne s'y prête pas. Souvent, on est sur des démarches initiées en interne, des démarches très vertueuses. Je l'ai vu sur Toulouse Métropole, par exemple, avec des écologues, une vraie réflexion sur les projets. On a, nous, donc des référentiels, des outils qui viennent encadrer, qui viennent accompagner. C'est des outils, malgré tout, qui restent assez neufs. Donc, pourquoi pas, de mon point de vue, un manque
d'informations sur l'existence et la valeur ajoutée de ces référentiels, et aussi une satisfaction de la réalisation mise en œuvre par les maîtres d'ouvrage. Et peut-être aussi une problématique de coût, hein, pas l'ignorer. Or, oui, ceci dit, je dirais la prise en compte de la biodiversité dans un projet en termes d'impact est une approche qui, là, vraiment ne modifie pas les équilibres économiques d'un projet, quel qu'il soit concrètement. D'accord. Je rajouterais qu'on a été longtemps, et depuis les années 2000, quand on a commencé à travailler sur les projets avec des certifications de construction durable, on a été longtemps sur une approche finalement portée par des leaders. Finalement, dans lequel ces leaders trouvaient finalement le moyen de se différencier. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a des verrous qui sont mis, par exemple, par les collectivités locales, par les aménageurs, recommandant ou imposant en fait le développement de projets pour les preneurs, intégrant la mise en place d'un référentiel, une certification d'une labellisation, IFI Nature, Biodiversity, souvent en fait. Là maintenant, ce qu'il faut considérer, c'est qu'il faut faire le lien avec ce qu'on a un petit peu développé tout à l'heure. C'est l'accélération en fait des risques liés au changement climatique qui nous impacte, donc une vraie prise de conscience au niveau du politique, l'arrivée en fait d'outils nouveaux comme justement la taxonomie européenne sur la finance verte, qui vont en fait amener une situation dans laquelle les projets qui n'intégreront pas en fait un label, une certification, seront un peu hors course, auront de plus en plus de difficultés à être mis en œuvre. Avec probablement une des voies entre tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on parlait de sobriété foncière tout à l'heure, il est encore assez difficile de trouver en fait les bons leviers économiques qui valorisent ces projets, compte tenu du surcoût qu'ils peuvent présenter par rapport à des projets qui sont sur des zones lâches, du type champs agricoles en particulier. Là, il y a encore à maturer, je dirais, la question et les outils. Sujet que le législateur, en fait, a commencé à appréhender, on va dire, à adresser. Et je conclurai en disant que votre écologue conseil, celui qui vous aide à faire votre projet écologique, est là pour vous donner les bons conseils de l'opportunité d'une labellisation, d'une certification, le cas échéant. Et donc voilà, appuyez-vous aussi sur vos écologues conseils. Voilà. Et surtout, je tiens à vous remercier toutes et tous qui nous ont écoutés